fort, y compris pour quelqu'un comme moi, qui est un laïc déterminé, qui s'est toujours tenu à distance des religions et qui continue à le faire. Mmh. Et la facilité de l'injure, de l'insulte, ce qu'il aurait détesté, c'est le sectarisme, ce qu'il aurait détesté, c'est l'abaissement du discours politique dont on a vu le spectacle qu'il pouvait donner à l'Assemblée nationale pendant la réforme sur les retraites. Ce qu'il aurait détesté, ce sont les accusateurs qui savent que les accusations qu'ils portent sont fausses, mais qui les portent quand même parce que ça fait leur business. Vous nous avez fait la transition avec la situation politique actuelle, Bernard Cazeneuve. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui les forces syndicales. Comment on sort de la crise politique et sociale majeure qui déchire le pays depuis 3 mois maintenant? D'abord, j'aurais pas fait cette réforme comme elle a été faite. Je n'aurais pas fait cette réforme telle qu'elle est configurée dans son contenu. Cette réforme, elle a été faite au pire moment. On est dans un pays qui est confronté au retour de la guerre, au retour de l'inflation. Les Français ont subi des crises à répétition, la crise terroriste, la pandémie. Ils ont été mis en première ligne pour faire face à ces difficultés et faire en sorte que le pays demeure debout. Et à peine leur a-t-on exprimé la gratitude que le pays leur doit qu'on sort une réforme qui va mettre ceux qui ont été en première ligne en situation de devoir être les premiers contributeurs à l'effort. C'est très injuste. C'est pas le bon moment, c'est injuste, c'est pas les bonnes mesures, parce que le report de l'âge de la retraite à 64 ans, d'une part, alors même qu'on avait dit qu'on ne le ferait pas, et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation vont frapper les plus vulnérables des Français. Vous connaissez les Donc, cette arguments, réforme est vous injuste. connaissez les arguments d'Emmanuel Macron. Il y a un déficit, il faut sauver la réforme par Mais c'est répartition, précisément la retraite par mais répartition. précisément c'est C'est parce ça qu'il qu'il faut. a expliqué. Oui, mais précisément c'est Il faut parce de l'argent, quoi. Oui, mais c'est précisément parce qu'il faut sauver la réforme, la retraite par répartition, qu'il faut une réforme qui soit juste. Vous ne sauverez pas la retraite par répartition, vous ne sauverez pas l'État-providence en faisant des Français les plus vulnérables, qui sont les plus fragiles et qui sont ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt dans les métiers les plus pénibles, les premiers contributeurs de l'effort. Ça, c'est fondamentalement injuste, c'est absurde de demander cet effort alors que ces Français qui seront les premiers contributeurs sont ceux aussi qui ont été en première ligne au moment de la pandémie. Mais maintenant, on fait Et quoi donc, il aurait fallu Maintenant, on faire fait quoi une pour autre sortir? Emmanuel réforme. Macron dit pas de pause ni de retrait, il attend la décision du Conseil constitutionnel. Il rappelle que ce n'est pas la première fois qu'une réforme des retraites passe dans la douleur. Après tout, en 2010, le passage aux 62 ans n'avait pas été sans heurts et finalement c'est passé, Bernard Cazeneuve. Oui, mais là, il y a une situation dans le pays dont il faut prendre la mesure. Il y a un climat de tension extrême, il y a un sentiment d'injustice qui s'est complètement enquisté dans la société française, et à juste titre, parce qu'il y a le sentiment de la relégation des territoires qui souffrent plus que d'autres parce qu'ils sont loin des grandes métropoles, qui n'ont pas accès autant qu'ils pourraient le souhaiter et qu'ils seraient légitimes aux services publics, au transport, avec des territoires qui ont connu depuis longtemps le déclassement par le processus de désindustrialisation qu'a rencontré notre pays. Il y a des Français qui sont à la tâche dans des conditions extrêmement difficiles et qui, pour des raisons qui tiennent au pouvoir d'achat, ont eux aussi le sentiment du déclassement. Mais alors Il y a quoi un pouvoir qui leur Oui. donne le sentiment du mépris par la manière dont il s'adresse aux Français, par la manière dont il conduit les réformes, et donc ce pays a été mis depuis des années sous tension. Et il y a un moment où il faut créer les conditions des justes compromis autour des réformes dont le pays a besoin, mais qu'est-ce qui qu'il doivent faut se faire dans la justice. concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui après 3 mois de crise vraiment Qu'est-ce Ce qu'il que- peut faire? ce Parce que que vous les savez très bien organisations- ce que disent les gens. S'il retire sa réforme ou s'il la suspend, c'est fini, le quinquennat est terminé. Il peut plus réformer. Oui, mais ça, c'est une vision que je ne partage pas. Parce que quand un pays est dans une situation comme celle que nous connaissons, de confrontation, d'affrontement, que aucune autre réforme ne peut être conduite sans compromis et sans apaisement, qu'il y a des organisations syndicales qui ont fait la démonstration tout au long du combat qu'ils ont mené de l'esprit de responsabilité qui présidait à leur action. On a vu Laurent Berger, les autres organisations syndicales manifester sans qu'à aucun moment il n'y ait de violence. On a vu les organisations syndicales, et là aussi Laurent Berger a tenu un discours que j'ai trouvé particulièrement responsable avec les représentants des autres organisations syndicales. On suspend la réforme, on se met autour de la table et on détermine ce que peut être un compromis autour d'une réforme Mais c'est non, acceptable. c'est non. C'est non, et je pense qu'ils ont tort de dire non à tout.
Et notamment, ils ont tort de dire non aux syndicats réformistes, parce que quand on veut être un gouvernement réformiste, les deals, on les fait avec les syndicats réformistes, on ne les fait pas avec les parlementaires les plus conservateurs de la droite pour se constituer une majorité à la faveur d'une réforme. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Bien, moi je vais rappeler quand même les faits. Lorsque nous avons mis en place la réforme, la dernière réforme des retraites, nous l'avons fait sans que le pays soit mis dans la situation dans laquelle il est. Et nous l'avons fait sur le fondement d'un compromis. Dans le même temps, nous faisions autre chose. Lorsque la droite supprimait 80 000 emplois dans l'éducation nationale, nous en créons 60 000. Lorsque la droite supprimait près de 13 000 emplois dans la police et la gendarmerie, nous en créons près de 10 000. Lorsque la droite avait affaibli la compétitivité de nos entreprises, nous la rétablissions. Et nous la rétablissions non pas parce que nous avions une politique pro-entreprise sans aucun autre objectif, mais parce que nous considérions que s'il n'y avait pas de richesse à répartir, il n'y avait pas de justice sociale possible. Lorsqu'il y avait 20 000 migrants entassés à Calais dans la boue et dans le froid, on les mettait dans 570 centres d'accueil et d'orientation et dans le dispositif national d'asile. Pendant ce temps-là, les amis de la LFI défilaient à Calais pour expliquer qu'on était en train d'organiser les déportations des migrants. Donc, à force de dire, lorsque la gauche gouverne et affronte les difficultés, que c'est jamais assez à gauche, on finit par avoir la droite. On savait que c'était le parti de l'outrance. Maintenant, on sait que c'est le parti de l'insulte. Il paraît que c'est la gauche. Non, c'est pas ça, la gauche. La gauche, c'est le parti de ceux qui considèrent que quiconque ne pense pas comme soi doit être respecté. Et moi, je combats la LFI en raison précisément des orientations qui la conduisent à s'exprimer comme vous venez de le rappeler. Je combats Emmanuel Macron en raison de la politique injuste qu'il mène, mais jamais je ne tiendrai sur aucun de ceux dont je ne partage pas les orientations politiques ce type de discours. Parce que lorsqu'on se met à tenir ce type de discours sur ceux dont on ne partage pas les opinions politiques, ce n'est pas ces idées qu'on fait progresser, ce n'est pas les autres qu'on ramène à soi par la force de ses convictions, c'est la haine qu'on instille partout dans le pays, c'est l'idéologie de la confrontation de tous contre tous. Je suis consterné parce que j'ai une autre idée de ce qu'est la politique, j'ai une autre idée de ce qu'est notre pays. Et je pense qu'il mérite mieux que cela. Quand je vois un parlementaire mettre sous son pied un ballon sur lequel est l'effigie d'un ministre en expliquant que ce ministre est un assassin, ça suscite chez moi un profond dégoût parce que c'est très loin de la conception que je me fais de la politique et de la démocratie. Et dire cela, c'est pas donner des leçons. C'est simplement dire ce qui doit être dit quand on est démocrate et républicain et que des comportements de ce type se produisent. Quelques mots sur la législative partielle en Ariège, remportée donc par la dissidente PS que vous souteniez, Martine Froger, contre la candidate NUP Bénédicte Taurine. Olivier Faure qui ne veut pas qu'elle siège dans le groupe socialiste parce qu'elle a fait battre, selon lui, quelqu'un de la NUP. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont tout à fait légitimes à donner des leçons de sectarisme. Cette candidate qui a été élue députée a fait toute sa vie au Parti socialiste. Elle a été toute sa vie compagnonne de route d'Olivier Faure, de ses camarades socialistes. Donc je comprends désormais que la stratégie consiste à dire, lorsque des responsables socialistes s'en vont parce qu'ils n'en peuvent plus de ce climat, qu'il est bon qu'ils partent, puisque finalement, ils n'ont plus vocation à être membres de cette famille. Quand les militants partent avec eux, c'est fort bien, puisque de toutes les façons, il faut rester entre nous qui pensons la même chose pour continuer à servir très sagement M. Mélenchon. Et quand les électeurs arrivent pour soutenir une candidate qui a toujours été membre du Parti socialiste, alors il faut les condamner en les qualifiant d'électeurs de droite. Donc ce parti a désormais une nouvelle doctrine. Cette nouvelle doctrine, c'est faisons fuir les dirigeants, faisons fuir les militants et faisons fuir les électeurs. Et d'ailleurs, ça marche très bien quand on voit les résultats électoraux qu'ils obtiennent. Bernard Cazeneuve, il précise que cette candidate, Martine Froger, que vous avez soutenue vous aussi, a été soutenue par tous les ministres d'Emmanuel Macron, même par Julien Audoul du Rassemblement national. Elle n'est pas responsable des soutiens qu'elle obtient, elle est responsable de la campagne qu'elle fait. Et ce que je constate, c'est que Martine Froger, si elle n'avait pas été là, c'est le candidat du Rassemblement national qui aurait été présent au second tour. C'est ce qu'elle a évité. Et elle a évité comment? En tenant un discours sur la réforme des retraites, sur la transition énergétique, sur la République, extrêmement clair. Et c'est ce que Olivier Faure devrait retenir. Parce qu'en réalité, ce qui compte en politique, c'est pas ce que les gens imaginent de l'endroit d'où l'on parle, ce n'est pas les gens qu'on enferme dans des catégories, c'est ce que disent ceux qui s'expriment. Moi, je ne qualifie pas les gens en fonction de l'endroit d'où ils parlent.
ni en fonction d'ailleurs des apparences, je les qualifie en fonction de ce qu'ils disent et des combats qu'ils mènent. Et Martine Froger a mené une campagne magnifique et elle est sur tous les sujets sur lesquels la France doit relever des défis impeccables. Bernard Cazeneuve, avec un nouvel allié, Fabien Roussel, donc. Ouais. Qui est Ça pour... nomme bien Fabien Roussel. Ah oui, vous trouvez? Bah oui, je trouve qu'il n'est pas du tout dans la tonalité des propos que vous venez de rappeler. Il respecte ses adversaires. Il est dans une affirmation des principes républicains dans laquelle je me reconnais. Vous allez monter un nouveau parti je ne suis pas d'accord Vous avec lui sur tout, mais au moins... Sur le capitalisme, notamment. Sur le capitalisme, nous aurions certainement des débats, mais nous aurions aussi beaucoup de convergences. Merci Bernard Cazeneuve.